Alors les amis, imaginez que vous êtes pauvre et claqué au sol comme Job. Vous vivez une existence misérable, puis subitement, un miracle vient comme ça transformer cette vie cafardeuse. Non, c'est pas du tout une histoire de loto que je vais vous raconter. C'est l'incroyable histoire de Sarah Rector que j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui. Une vie bariolée dans les tréfonds de la pauvreté, de l'esclavage, du racisme, de la cupidité, du suprémacisme blanc et même des droits de l'enfant. Mais avant de vous raconter cette incroyable vie, je compte sur vous pour me lâcher un pouce en l'air, liker cette vidéo et partagez-la dans vos multiples réseaux. Ça nous aidera aussi à construire une communauté ici. Au passage, certains d'entre vous ont pris l'habitude de télécharger mes vidéos en les republiant dans vos réseaux. Je ne vous en veux pas, mais par contre, c'est agaçant de constater que vous ne citez pas le propriétaire et la finalité de tout ça, les amis, c'est que vous coupez le trafic que je mérite d'avoir en ne me citant pas. Alors s'il vous plaît, c'est important de respecter les efforts intellectuels. C'est ça aussi qui me motivera à plus vous en produire. Et je le rappelle, je suis dans la solitude de l'artisan lorsque je monte mes vidéos. C'est du fait maison que je vous offre là. Alors la moindre des choses est de m'offrir mes fleurs. Je pense que je les mérite aussi. Ok ? Maintenant que c'est dit, on y va. Peu de gens ont entendu parler de Sarah Rector. Et pourtant, l'histoire de cette jeune fille noire est digne d'un thriller ou d'un conte de fées vers la fortune et la célébrité, avec des sinuosités comme ça qui mêlaient le racisme, la cupidité, le suprémacisme blanc et même les droits de l'enfant. Et je n'oublie pas aussi la souveraineté des Amérindiens. Alors je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà présenter Sarah. Qui est-elle ? Sarah Rector est une jeune fille issue d'une famille noire affranchie de la ville de Taft dans l'Oklahoma. Elle est née le 3 mars 1902 à Muskogee. Sa famille avait été réduite en esclavage par des membres de la tribu Creek. Après la guerre civile, ils ont été affranchis, ce qui faisait d'eux comme ça à la fois des Noirs et des membres de la tribu Creek. Alors plus tard, le gouvernement américain a voté une loi épouvantable appelée la General Allotment Act en termes de statut juridique qui prévoyait comme ça de dépouiller les autochtones de leurs droits fonciers et de circonscrire complètement leurs terres en transférant leurs propriétés aux colons blancs via la vente de ce qu'ils considéraient comme étant des terres tribales excédentaires. Alors cette loi prévoyait aussi que seuls les individus qui acceptaient une parcelle de terre avaient le droit à la citoyenneté américaine. Et dans la première monture de cette aberration, 5 tribus considérées comme civilisées étaient exemptées. C'était à la fois les Cherokees, les Chickasaw, les Choctaw, les Séminoles et les Creek, dont faisait partie la famille de Sarah. Mais un bouleversement politique au début du 19e siècle va changer le statut de l'Oklahoma, qui va passer comme ça de territoire indien à celui d'État américain. Le gouvernement américain cherchait de nouvelles terres pour les colons blancs. Quoi de plus normal que de modifier les statuts juridiques d'un État ? C'est ainsi que les terres des tribus ont été démantelées pour laisser la place aux colons blancs. Et dans cette malversation organisée, les terres qui n'étaient pas assignées ont permis aux descendants d'esclaves Creek de se voir attribuer comme ça une part égale à celle de leurs anciens maîtres. Le gouvernement fédéral a attribué aux membres de ces 5 tribus des terres arides et rocailleuses dans lesquelles il était absolument impossible de cultiver quelque chose dedans. Dans cette disposition, la famille de Sarah a voulu vendre sa parcelle aride parce qu'en plus, elle était assujettie à une taxe foncière annuelle de $30. Et ces $30, vous doutez bien qu'elle ne pouvait pas les payer. Ils sortent de l'esclavage avec aucune breloque et on leur file une terre merdique, inexploitable, qui leur coûte 30 balles à la fin de l'année. C'est ainsi qu'en 1910, le père de Sarah Rector, Joseph Rector, a demandé au tribunal du comté de Muskogee une autorisation permettant de vendre leur parcelle. Mais comme la terre était celle d'une mineure et qu'en plus elle a été accordée dans un traité entre le gouvernement fédéral et la nation Creek, ils n'ont pas été autorisés à la céder. Ils étaient donc obligés de payer les taxes foncières. Et c'est là qu'une circonstance heureuse fit basculer comme ça le destin de cette famille. Joseph Rector a décidé comme ça de la louer à la Standard Oil Company. Et 2 ans plus tard, un geyser a été trouvé dans les terres de Sarah. Soudain, sa terre aride produisait 2500 barils de pétrole par jour. Le journal Le Sun rapportait d'ailleurs qu'à l'automne 1915, une production d'environ 160 000 barils de pétrole brut par mois sortait de l'Oklahoma. La part des Rector était d'un 8e, soit 20 000 barils par mois, ce qui faisait comme ça $18 000 par mois
pour un revenu quotidien provenant des redevances pétrolières d'environ 600 $. Cette somme gigantesque était inconcevable pour l'époque. Le nom de Sarah Rector faisait donc la une des journaux nationaux. Et comme vous connaissez les médias, ils ont commencé à publier des articles sensationnalistes et de pure fiction sur elle. Une exposition dont la famille se serait bien passée. Mais il y avait aussi comme ça des couvertures remplies comme ça d'un obscurantisme, d'un racisme ou même d'un paternalisme puant. En fait, la richesse de Sarah mettait comme ça à nu l'intense malaise de l'Amérique blanche face à la fortune détenue par des Noirs. C'est comme ça qu'on voit par exemple des unes de journal comme celle du Ottumwa Tree Weekly qui écrivait par exemple que Sarah était sous tutelle bienveillante, tout en précisant d'ailleurs que la jeune fille recevait la meilleure éducation blanche. Et l'article de conclure en espérant que Sarah deviendra peut-être une grande force du bien parmi son peuple. On arrivait même sur des incongruités comme celle que rapporte le Chicago Defender sur les Blancs qui sont inquiets devant l'imposante richesse de cette jeune fille qui ne peut être que blanche. Certains Blancs considéraient donc qu'il n'y a que les Blancs qui peuvent avoir une telle fortune. Bref, cette insécurité, ce bon vieux truisme de l'Amérique blanche qui s'offusque lorsque les Noirs sont riches et obtiennent comme ça des distinctions dans des domaines inattendus comme l'économie, la science ou même la littérature. Des domaines pour des Blancs, quoi. Et donc, parallèlement à cette presse déjà qui était odieuse, à seulement 13 ans, Sarah Rector recevait un nombre incroyable aussi de demandes en mariage provenant d'hommes blancs cherchant comme ça à prendre le contrôle de son empire pétrolier. Les impôts sur le revenu de Sarah devenaient donc les plus élevés en fait de tout l'État d'Oklahoma sur la base de ses bénéfices de plus de 112 000 $ par an, ce qui nous fait l'équivalent comme ça d'environ 3 millions de dollars aujourd'hui. En faisant mes recherches, j'ai découvert que certains médias comme le National Review rapportaient même que les revenus de Sarah Rector dépassaient ceux du président. Mais il y avait comme ça une ombre dans cette présentation idyllique. Le seul signe extérieur de richesse dû à ces énormes redevances pétrolières était un livre de banque portant son nom, c'était tout. Sarah Rector était riche, mais vivait toujours dans un environnement lugubre. En 1914, le Chicago Defender, le journal noir le plus influent de tout le pays, publia un article explosif affirmant comme ça que la fortune de Sarah Rector était mal gérée et qu'elle vivait dans une sinistre bicoque tout en s'habillant de froc en piteux état. L'article dénonçait en fait les tuteurs blancs de Sarah comme étant les responsables de ce paradoxe. Cette couverture médiatique attira l'attention des personnalités noires influentes de l'époque comme Booker T. Washington ou le célèbre Webb Dubois qui décidèrent comme ça d'aider la famille Rector. Ils se sont mis à contester à travers tout le pays tous les statuts des tuteurs blancs. La contestation prit tellement d'ampleur que le New York Age faisait état de protestations massives contre la tutelle de Sarah Rector et, chose encore explosive, il affirma qu'il y avait de nombreux cas d'enfants noirs et autochtones dans le domaine pétrolier de l'Oklahoma dont la richesse atteint des millions et dans tous ces cas, ils ont tous des tuteurs blancs. Alors la presse noire s'est interrogée sur les raisons pour lesquelles un tuteur noir ne pouvait pas être nommé dans la gestion des avoirs de Sarah, faisant savoir qu'il serait entièrement investi dans son bien-être. On apprit aussi que lorsque la parcelle d'un enfant noir ou autochtone avait peu ou pas de valeur, les parents ou un autre noir étaient nommés tuteurs très rapidement. Mais curieusement, dès lors qu'il y avait une quelconque richesse en jeu, un tuteur blanc était invariablement nommé. Pour les juges, un noir n'était pas compétent pour agir en tant que tuteur d'un enfant fortuné. Les tribunaux, selon la presse, étaient également partiaux et impliqués dans des combines de raquettes. D'autres journaux afro-américains se sont fait l'écho de ce problème, élargissant du coup la question de la fortune individuelle des enfants noirs à une question beaucoup plus générale de la solidarité raciale. Le New York Age écrivait par exemple que l'argent de ces enfants noirs est déposé dans des banques appartenant à des blancs et utilisé par les blancs, mais aucun centime n'est investi dans la communauté noire. D'autres presses en fait aussi s'y mettaient, qualifiant comme ça la tutelle des Blancs d'abominable et de scandaleuse. Vous voyez donc en fait à cette époque-là, ça a généré énormément de débats dans les médias car on découvrit aussi que les tuteurs blancs faisaient payer des sommes exorbitantes pour leurs services ou encore ils s'arrangeaient comme ça entre eux pour saigner à blanc les fonds de leurs clients. Des crises
a ainsi répertorié de nombreux millionnaires noirs de l'Oklahoma dont les biens étaient accaparés et mal gérés par des tuteurs qualifiés d'escrocs, c'est vous dire. On découvrait aussi des cas d'extorsion de fonds, des tentatives de meurtre, voire des meurtres même. Certains tueurs ou les complices falsifiaient même des actes, puis revendiquaient les biens du propriétaire foncier qui était mort. Ce qui était vraiment une véritable perfidie. En 1915, les journaux rapportaient que le revenu de Sarah avait grimpé jusqu'à atteindre 10 000 $ par mois. Et ça, c'était à une époque où le revenu moyen des ménages était inférieur à 60 $ par mois. Le tuteur de Sarah, s'appelant T.J. Porter, contrôlait toutes ses affaires financières, et ceci même si ses parents étaient vivants. Le même journal The Crisis affirmait également que Sarah Rector était victime d'abus, allant de ses conditions de vie à ses transactions financières complètement limitées. D'ailleurs, la même publication affirmait qu'un certain Bob Fight, un raciste notoire, avait réussi à vendre un immeuble au Rector par l'intermédiaire du fameux T.J. Porter, qui s'est bien gardé de mentionner qu'il était l'ami de Bob Fight. Le tout pour une somme exorbitante de 57 000 $. Alors toutes ces informations ont poussé la NAACP à demander la correction de la mauvaise gestion de la fortune de Sarah auprès du Bureau des Affaires indiennes et du Bureau américain de l'enfance. Dans mes recherches, j'ai d'ailleurs retrouvé un propos d'un certain James C. Waters Jr., un agent associatif de la NAACP, qui disait: n'est-il pas juste qu'elle soit prise en charge de manière décente par des personnes de sa propre race, au lieu d'être prise en charge comme ça par les membres d'une race qui lui refuserait ainsi qu'à ses semblables le même traitement accordé à un bon chien de cour. Alors pour s'assurer que la situation de Sarah ne se reproduise plus dans la communauté, Webb Dubois, le célèbre sociologue, a également créé un département de l'enfance au sein de la NAACP. Et puis de son côté, Booker T. Washington, l'écrivain et enseignant, prit contact comme ça avec la famille Rector et proposa d'aider Sarah à suivre des études dans son institut. C'est ainsi qu'elle s'installa dans l'Alabama pour s'inscrire au pensionnat de l'Institut Tuskegee. Et pour rappel, Booker T. Washington est le fondateur de l'Institut Tuskegee, devenu plus tard l'Université Tuskegee, qui défend sans relâche les droits civils des Noirs aux États-Unis. En aidant comme ça Sarah Rector, Washington s'est montré à la hauteur de sa célèbre citation que vous devez certainement connaître: si vous voulez vous élever, élevez quelqu'un d'autre. Cette institution comptait parmi ses membres des personnalités noires célèbres comme le botaniste George Washington Carver ou l'architecte Robert Taylor. À 18 ans, Sarah quitta Tuskegee et s'installa avec sa famille à Kansas City, dans le Missouri. Là-bas, elle devint propriétaire d'un café, d'une boulangerie, et elle possédait comme ça de nombreuses actions et obligations, tout en touchant une pension familiale considérable. Elle avait également acheté plus de 20 000 hectares de terrain, parmi lesquels une maison qui est aujourd'hui connue sous le nom de Rector House. À 20 ans, elle épousa Kenneth Campbell, propriétaire du deuxième concessionnaire auto appartenant à un Afro-Américain aux États-Unis dans ces périodes-là. Avec lui, ils ont eu 3 fils. Elle menait comme ça une vie bourgeoise, extravagante, et n'avait pas honte d'affirmer son rang social dans une Amérique où être noir et riche n'était pas commode. Elle conduisait des voitures inaccessibles à cette époque, parmi lesquelles des Cadillacs, des Lincoln argentés ou encore une limousine Rolls-Royce avec un chauffeur qui conduisait même ses enfants jusqu'à l'école. Alors comme à l'époque le jazz était vraiment la musique la plus hype du moment, elle organisait des fêtes monumentales avec l'élite noire et des célébrités du jazz. Certains de ses vêtements extravagants étaient même parmentés de diamants. Et dans cette vie abondante, sa générosité n'était pas en reste. Elle n'hésitait pas à utiliser son argent pour aider les autres. Après son divorce avec Kenneth Campbell, Sarah Rector s'est rapprochée comme ça de William Crawford, qui devint comme ça son second époux en 1954. Ce dernier possédait un restaurant où il recevait des personnalités comme Count Basie, Joe Louis, le célèbre Jack Johnson ou Duck Ellington. Les investissements et la richesse de Sarah Rector ont continué à croître jusqu'à la Grande Dépression, où elle a été durement touchée financièrement. Elle possédait encore quelques propriétés à Kansas City et dans l'Oklahoma jusqu'à sa mort. Alors l'histoire entourant la vie comme ça de Sarah Rector a poussé l'État américain et les militants des droits civils à se pencher sur la vie des affranchis de l'Oklahoma et à offrir aux enfants noirs et autochtones une protection qui n'existait pas auparavant. Alors si j'ai choisi de vous raconter cette histoire incroyable, c'est parce que je suis fasciné par ces parcours d'hommes et de femmes qui transforment et bousculent la société volontairement ou par des concours de circonstances. Cette jeune fille noire et plus tard cette femme noire a prospéré pendant des décennies dans une Amérique où elle a été la cible de la cupidité et du racisme.
Alors que sa vie avait été comme ça scrutée et mise sur la place publique, il n'est pas si surprenant qu'elle ait choisi de conserver une vie privée plus discrète au dernier virage de son passage dans ce monde. Sarah Rector est décédée le 22 juillet 1967 à l'âge de 65 ans. Elle a été enterrée dans le cimetière municipal de sa ville natale de Taft. On se retrouve prochainement pour une autre capsule et si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire dans la section de commentaires. Ciao!